les Asperger sont comme ça, ils fonctionnent dans notre monde, à leur façon, parce qu'ils ne comprennent pas notre façon d'être. Parce que pour eux autres, le monde, c'est comme un casse-tête sans instructions. Ils ne savent pas où ils vont, les morceaux de puzzle. OK? Ils voient les morceaux, là, tous disparates, mais ils ne savent pas comment les assembler. C'est le même qui est notre monde à leurs yeux. Sensibilité sensorielle, gestes répétitifs, mémoire exceptionnelle, intérêt marqué dans un domaine en particulier, voilà autant de caractéristiques qui peuvent définir ce qu'est une personne présentant le syndrome d'Asperger. Les personnes présentant le syndrome d'Asperger et leur entourage peuvent être confrontées à de nombreux défis. Vous constaterez que même s'ils sont parfois la cible de nombreux préjugés, elles vivent un quotidien bien à elles qui leur assure qualité de vie et réussite. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome qui fait partie des TED. Donc, quand on dit les TED, on parle des troubles envahissants du développement. Les troubles envahissants du développement comprennent plusieurs syndromes, dont l'autisme, entre autres, là, qui est peut-être le plus connu. Personne Asperger par définition, c'est une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle. On va spécifiquement diagnostiquer le syndrome d'Asperger par le DSM-4, là, qui est la Bible de la psychiatrie moderne, je dirais. Et puis, dans les critères diagnostiques, on pourrait les regrouper là, dans 3 grandes catégories là, pour diagnostiquer un syndrome d'Asperger. Il va y avoir les difficultés de communication, les intérêts spécifiques, on parle des caractères restreints et répétitifs du comportement. Puis, on parle aussi des difficultés au niveau des habiletés sociales. Donc, c'est ces 3 sphères-là qui doivent nécessairement être atteintes chez la personne. Je dirais que c'est encore mal connu qu'est-ce qui cause l'autisme. C'est pas très bien défini. On parle pas d'un gène, même s'il y a des hypothèses génétiques, parce que des fois, on va voir des antécédents d'autisme dans la famille, donc on va voir des fois... Exactement, pour avoir de l'hérédité, mais il n'y a pas de gène qui est identifié. On peut dire que les gens qui sont autistes naissent autistes. Puis ça se détecte très tôt. Hein? Les familles là, vont rapidement se rendre compte qu'il y a des fois des choses qui sont anormales dans le développement de leurs enfants. La façon de jouer, la façon d'entrer en relation avec des amis, le contact visuel avec les parents, tous les aspects d'imitation. En jeune âge, c'est des enfants qui n'imiteront pas nécessairement. Vous avez un fils qui présente le syndrome d'Asperger, Jonathan. Oui. J'aimerais ça si on pouvait faire un retour en arrière de la naissance à 3 ans pour voir comment ça se passait, les caractéristiques. Est-ce que vous avez décelé déjà des signes là, avant cet âge-là? OK. Pour la naissance de Jonathan, en partant, moi, personnellement, à comparer à beaucoup de gens que je connais, ça s'est présenté de façon un peu différente. Les symptômes se sont présentés très rapidement. Souvent, on dit qu'ils ont une évolution normale jusqu'à 18 mois, puis ensuite, ils voient certains symptômes. Dans le cas du mien, c'est tout de suite à la naissance. Il acceptait difficilement qu'on le fasse boire. Je me demandais pourquoi. Alors, j'essayais toutes sortes de façons pour trouver le moyen de le faire boire. Il disait tout le temps que le contact avec le bébé, c'est le plus important. Puis moi, je me disais, même il faut que je le fasse boire dans mes bras, cet enfant-là, ça n'a pas d'allure. Puis il gigotait, c'était dur à le faire boire. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était de le mettre sur la table avec un oreiller, puis j'y touchais le moins possible. Et j'avais l'air, me semble, je me sentais tellement, en tant que mère, je me sentais mal avec ça, puis je me disais moi-même, j'ai de l'air à l'abandonner, mais il n'y avait pas de moyen vraiment de le faire boire. Quand je le faisais boire dans mes bras, ça ne durait pas. Il pleurait, ou il buvait pas. Et pendant la période de la petite enfance, Benjamin, c'est un enfant qui il était pratiquement invisible tellement il s'arrangeait tout seul, il n'y était pas de problème. On a commencé à l'âge de
d'aller en atelier avec les amis pour le sociabiliser. C'est à ce moment-là qu'on a vu que socialement, il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec les autres, puis il rentrait souvent en conflit. C'était plus difficile au niveau de la socialisation. Pouvez-vous me donner un exemple? Avec les petits amis de la même âge que lui, environ 3, 4 ans, 4 ans et demi. Un exemple, il me vient, il y avait une petite maisonnette, comme on voit un peu partout. Et lui, là, il s'enfermait dans la maisonnette, puis il ne voulait pas laisser entrer les autres. Puis quand il y avait des jeux interactifs avec les amis, il ne savait pas jouer avec les autres, il ne savait pas partager les objets ou les jouets. Fait que ça faisait des petits conflits. Hein. Okay. On s'imagine des enfants de 4 ans. Vous avez eu le diagnostic de votre fils. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Nous, on était à Sainte-Justine et c'était une grosse équipe multidisciplinaire, comme on dit. Je pense qu'on était 10-12 à l'entour d'une table avec tous les psychologues, les personnes qui ont passé toutes sortes de tests inimaginables. On était seuls. À ce moment-là, Benjamin n'était pas avec nous. Ils nous ont... Ça se lisait bien. Benjamin, le syndrome d'Asperger se lisait bien chez lui. Fait qu'il nous apportait ça. Nous, comme parents un peu curieux, on était déjà documentés là-dessus. On avait déjà une idée de ce que Benjamin avait comme différence à ce moment-là. Un autre critère diagnostique du syndrome d'Asperger, c'est d'avoir souvent des pôles d'intérêt très marqués, très forts vers certains sujets. Fait que, exemple, il y a beaucoup de personnes Asperger qui c'est l'informatique, entre autres. Là. Pardon. Donc, une personne Asperger va peut-être préférer passer la journée sur son ordinateur qu'être en relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimes faire dans le sport, les activités, le loisir? Jouer au hockey custom, jouer au hockey, tirer à la carabine, jouer aux jeux vidéo, me promener dans le bois avec un chien, jouer avec des animaux. Au niveau des passions et intérêts de Brian Alexandre, ça se situe beaucoup au niveau des jeux vidéo. Les jeux vidéo qui touchent la guerre, les missions à accomplir, etc. Il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les animaux. Et il aime beaucoup les chiens, entre autres. Il disait qu'il aimait aller se balader avec le chien qu'il a chez sa mère. À un moment donné, il y avait des dragons d'eau. Et son sujet était les dragons d'eau. Ensuite de ça, là, il y a des chats, il va te parler de ces chats. Pour eux, leurs intérêts sont très, très, très importants dans leur vie parce que ça les aide, entre autres, à diminuer leur tension, à faire le vide aussi de tout ce qui est extérieur à eux, tous les stimuli extérieurs. Parce que c'est quand même assez difficile pour eux à gérer tout ça, à se concentrer surtout. Je vous dirais aussi qu'une des difficultés par rapport à l'amitié, pour revenir tout à l'heure au niveau des intérêts, c'est qu'ils vont parler des sujets de conversation qui les passionnent ou qui les intéressent. Donc, ils varient peu leur sujet de conversation et ça va être toujours en lien avec leurs intérêts. Ce qui a la chance pour Brian, c'est que les jeux vidéo étant très, très à la mode, donc à peu près tous les jeunes de son âge parlent de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes sports, activités ou loisirs? Ben, faire du hockey, faire du vélo, faire du soccer, faire du ballon chasseur. Pour Olivier, ses intérêts sont surtout marqués en lien avec le hockey. Olivier, il aime tout ce qui touche au hockey, que ce soit les articles de hockey, que ce soit jouer au hockey, écouter les matchs à la télé, aller les voir aussi dans les arénas. Pour lui, c'est très, très passionnant et stimulant. À venir jusqu'à tout récemment, Olivier jouait au hockey, mais dernièrement, on a dû le retirer du hockey. Ses parents l'ont retiré parce que le hockey, de par leurs caractéristiques pour le trouble envahissant du développement, le syndrome Asperger, ils sont très, très rigides sur les règlements, sur tous les imprévus vont les inquiéter. Puis on sait très bien qu'au hockey, la plupart des règlements sont comme bafoués ou pas suivis. Les hors-jeux, tout ce qu'on a à surveiller au niveau comme je disais tout à l'heure, les règlements, toutes les autres personnes à gérer autour, à faire la passe. Donc, ça devenait trop anxieux pour Olivier. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple quand tu dis au niveau des interactions sociales? C'est des individus qui ont beaucoup de difficultés à entrer en contact avec les gens? Exactement.
à différents degrés, il faut quand même admettre que chaque personne est unique, donc l'intensité des symptômes peut être variable d'une personne à l'autre. Mais quand on parle de difficultés relationnelles, ça va être difficulté à se faire des amis. J'imagine que tu as des amis. Oui, beaucoup. T'en as beaucoup? Trop pour les nommer. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des amis? Oui. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu t'ennuies, ben, tu t'en vas les voir pour jouer avec. OK. Qu'est-ce qui est difficile pour toi d'avoir des amis? Les garder. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des amis? Oui, surtout à la maison. Pourquoi est-ce important pour toi d'avoir des amis? Parce que je m'amuse pas sans ça. Je suis obligée de faire comme si ils seraient là. C'est comme un monde imaginaire. Qu'est-ce qui est difficile pour toi d'avoir des amis? C'est de les garder parce qu'on s'astine souvent pour les jeux vidéo, avec un jeu qu'on va jouer. Puis des fois, je fais pas par exprès pour les blesser. En général, avec ma famille, je m'accorde généralement bien. Il y a juste des fois avec mon frère que j'ai des petits conflits et des réactions agressives des fois. C'est quoi le plus difficile pour toi dans le fait de vivre avec le syndrome d'Asperger? Souvent, je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir devant les autres, quoi dire puis comment le faire. Aussi, se faire écœurer parce que je suis différent. Au niveau relations amicales, bien que Brian Alexandre et Olivier ont beaucoup d'intérêt pour avoir justement plein d'amis, leur difficulté pour les deux, c'est de conserver l'amitié. Ils ne savent pas comment entretenir les amis, l'amitié, si on veut. Et pour eux, c'est vraiment côté utilitaire. Ne pas être seul, vouloir avoir un ami pour partager un jeu, pour justement se désennuyer. Qu'est-ce qui est difficile d'avoir des amis à la maison, dans le fond, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau d'entretenir l'amitié. On doit appeler l'ami, on doit l'inviter, on doit lui proposer des choses. Et pour eux, s'ils ne l'ont pas appris comment le faire, ils ne le feront pas d'emblée. Mon fils avait des problématiques et puis qu'il a rencontré le psychiatre. Il a eu une évaluation, puis ensuite le diagnostic. Il a été diagnostiqué syndrome d'Asperger en 2004. Puis pendant que les rencontres, la pédopsychiatre il me regardait, là, puis qui trouvait que j'avais un comportement assez particulier qui sortait de l'ordinaire, a soupçonné que je l'avais aussi. Le rapport avec le neurotypique est plus difficile au niveau, encore une fois, de la communication, parce que comme on a un problème de décodage des émotions, puis en plus on a un problème au niveau de la maîtrise de nos émotions, c'est pas évident de faire passer un message à des neurotypiques. Puis c'est pas évident pour nous de décoder tous les messages qui sont envoyés par les neurotypiques. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'entre Asperger, on est capable de communiquer sans trop de difficultés puis de se comprendre. Pour en avoir rencontré plusieurs, là, puis je trouve que c'est plus agréable d'être avec des Asperger que d'être avec des neurotypiques. Par contre, c'est des gens qui vont avoir souvent de la difficulté à gérer leurs émotions. Okay. C'est des choses très abstraites, les émotions. C'est des choses qui nous envahissent. Beaucoup de personnes Asperger qui vont vivre de l'anxiété, entre autres, à cause de ça, j'imagine, parce que des fois, ils peuvent vivre des situations qui provoquent des émotions, ils les décodent mal, donc ça peut les amener à se sentir mal. Il y a aussi le fait que c'est des personnes qui ont peu d'empathie, dans le sens qu'ils ne se placeront pas ils se mettront pas à la place de l'autre pour dire les comportements que j'ai, comment ça peut atteindre l'autre personne. C'est sûr que les routines et puis les structures dans le temps, aussi les structures au niveau des tâches, au niveau
Donc, se faire une planification de temps, donc structurer l'environnement, ça peut devenir très sécurisant pour les personnes Asperger parce que ça rend le monde un peu plus prévisible. C'est des enfants très anxieux, ils n'acceptent pas facilement l'échec, ils ont beaucoup de difficultés. Leur routine, il ne faut pas qu'elle soit changée non plus. Et puis nous autres, ce que j'ai compris à un moment donné, avant même de savoir le diagnostic de Jonathan, c'est que quand que je me suis adaptée à lui, que c'est moi qui ai changé pour s'adapter à lui, sans savoir encore qu'il était Asperger, ça a mieux été. Mais là, aux yeux des gens, je faisais ses caprices. Mais ça fonctionnait bien quand je m'adaptais à lui. Là, Jonathan devenait sécure et là, il venait vers moi. Benjamin fonctionne bien. C'est pas un enfant qui est réglé, comme on dit, au quart de tour. Il y a des enfants qui ont un agenda serré à tous les jours. Là, aux 15 minutes, ils savent où ils vont. Ils n'aiment pas trop les imprévus, mais comme je dis, il fonctionne bien. Surtout à l'âge qu'il a là. J'aurais pas dit ça quand il avait 10 ans, mais maintenant, il est rendu à 12 ans et demi. La journée se passe bien. S'il n'y a pas trop d'imprévus puis de petites choses qui l'agacent aussi, il y a des petites problématiques qui l'agacent de temps en temps. Sans ça, il va quand même bien. Il gère bien ses journées, il aime aller à l'école. Il y a un ami, il y a un bon ami qu'il voit fréquemment, plusieurs fois par semaine. Un ami patient, je dois dire, parce que c'est pas toujours évident de côtoyer un enfant comme Benjamin, là. Des particularités que vous nommiez, c'est également le fait qu'il soit bon en maths. Oui, Benjamin, il aime les mathématiques. Présentement, c'est les sciences qui l'intéressent. Il a fait un exposé sur les molécules justement cette semaine. C'est ça qui l'intéresse présentement. Là. Il chemine bien en mathématiques. Olivier, est-ce que tu aimes l'école? Oui. Pourquoi? Ben, j'ai beaucoup d'amis. Oui. Quelles sont tes matières préférées? Les maths, je suis le meilleur de ma classe, puis l'éducation physique. Dis-moi, Brian, est-ce que tu aimes l'école? Non. Pourquoi? Parce que j'arrive à l'école, je dis « Oh non, pas l'école ». Dis-moi, quelles sont tes matières préférées? J'ai histoire et sciences. C'est quoi tes difficultés à l'école? En français, le cours est difficile et avec le professeur. Et ma patience, puis j'en ai pas beaucoup. T'as pas beaucoup de patience? Pour Brian, Alexandre ainsi qu'Olivier, à l'école, ça se passe pour les deux de façon différente. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur force au niveau académique et je te dirais que leur plus grande difficulté, soit à Brian, Alexandre ou à Olivier, c'est surtout au niveau de la gestion, au niveau émotionnel. Parce que pour eux, tout doit être très, très structuré pour que ce soit facile à comprendre de leur façon à eux. Olivier, il va à l'école, il performe très bien. C'est un élève qui réussit très bien. Et il y a aussi au niveau de la communication et au niveau aussi habileté sociale, c'est plus difficile. Donc lui aussi, il y a un local pour lui, pour justement se retirer lorsqu'il en a besoin. Entre autres aussi pour les examens, se concentrer, faire les travaux qu'il n'a pas eu le temps de finir en classe, pour l'aider à se calmer, pour reprendre un peu sur lui là, quand son anxiété est trop grande. Pour Brian Alexandre, ce que je peux dire, c'est que Brian étant à l'adolescence, donc il éprouve les mêmes difficultés que n'importe quel adolescent avec les changements hormonaux, etc. L'adolescence, comme j'aime le dire, c'est déjà une maladie en soi, donc je pense pas que les personnes Asperger soient au-dessus de ça. Puis c'est sûr qu'à l'adolescence, il y a toutes sortes de processus qui s'installent chez tous les êtres humains, plus de meilleure perception de soi-même, la consolidation de sa personnalité, des choses comme ça. Donc, je pense que les personnes Asperger vont peut-être prendre plus conscience là, de leur différence à cet âge-là. Si ils n'ont jamais eu de suivi, parce que nous, à CSD, je dois dire que quand on les prend plus jeunes, on essaie de les accompagner là, le plus tôt possible vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure connaissance du syndrome d'Asperger. Donc, pour justement pas qu'ils fassent de saut à l'adolescence, qu'ils se rendent compte que oups, je suis différent des autres. Puis... Est-ce que vous pourriez justement nous parler là, plus précisément de Jonathan à 15 ans? Oui, il s'est adouci. Il pète encore ses petites coches, il est dans sa bulle un peu. Bien, je dirais que les Asperger, c'est pas nécessairement une bulle.
On peut dire c'est une bulle, mais c'est pas comme les autistes là, de bas niveau qui sont repliés sur soi. Ils veulent rentrer en communication avec nous autres, mais ils sont tout simplement pas habiles. Je te dirais que Jonathan, il a sa petite routine maintenant. Je te dirais que le syndrome d'Asperger, comparativement quand ils sont jeunes, ça passe pour des problèmes de mal élevé. Quand ils sont vieux, on les trouve bizarres. On les trouve bien spéciales. On trouve tout sauf qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Puis Jonathan, ben il a sa petite routine à lui. Bon, l'hiver, il va chercher ses petits glaçons, il se fait des petits forts dans la neige. C'est toujours la même chose. L'été, c'est d'autres choses. Puis sa grande passion favorite, c'est bien entendu les ordinateurs. Pour avoir lu beaucoup d'informations sur le syndrome d'Asperger, sur notamment l'évolution des enfants et des adolescents à cet âge-là, puis quand je compare avec moi, comment j'étais au niveau de l'enfance puis de l'adolescence, les points communs sont flagrants. C'est une grosse difficulté par lesquelles on s'isole, on vit dans notre monde, on a peu d'interaction avec les autres. Puis de toute façon, on n'est même pas intéressé à avoir avec les autres. Puis il y a comme une contradiction, c'est qu'on veut avoir des amis, on ne sait pas comment les aborder, puis en même temps, on aime ça rester seul. C'est-à-dire que l'ami est bien gentil, là, mais il ne faut pas qu'il nous embête trop longtemps, parce qu'on aime ça aussi, rester dans notre seul, on a besoin d'être dans notre monde un peu. Donc, moi, la partie de l'adolescence a été très, très difficile. J'ai eu 3 ans d'études que j'ai complètement manqué, mais vraiment manqué, là, dans lesquelles je faisais pas grand-chose à l'école, par lesquelles ça avançait pas. Par lesquels il y avait une mauvaise compréhension au niveau des enseignants, qui ne connaissaient pas la problématique à l'époque, ce qui est normal, parce qu'on remonte dans la fin des années 70. Là. Donc, il y avait une réelle difficulté pour moi, mais je ne pouvais pas savoir à l'époque que j'avais le syndrome d'Asperger, mais je sentais quand même que j'étais différent des autres, mais je ne comprenais pas pourquoi. Puis il n'y avait personne pour me le dire, personne pour m'aider. Comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes Asperger que se faire des amis, c'est pas nécessairement une priorité. Il y en a qui vont vouloir travailler cet aspect-là, les habiletés sociales, par dépit, parce que, bon, des fois, il y a des gens qui ont des emplois, ça va mal, ça va mal au travail parce qu'ils reçoivent des reproches de leurs collègues, de leurs patrons. Des fois, ils ne savent même pas pourquoi, donc il faut aller creuser avec eux, c'est où que ça accroche. Moi, je suis ingénieur chargé de projet. Je travaille dans une entreprise depuis, ça fait 9 ans maintenant. Ça a été pas mal difficile parce que, bon, on doit travailler en équipe, mais le problème n'est pas situé dans le travail en équipe. Le problème est plus situé au niveau des communications, puis la façon dont les neurotypiques transmettent l'information. On ne sait jamais si on se sent agressé, si c'est réel, s'il y a quelque chose à cacher derrière. Là, puis je sais que je me sentais agressé par plusieurs personnes. Jusqu'à temps que j'en parle avec mon directeur de recherche en 2005, début 2005, pour lui signaler ma problématique, qui lui a sensibilisé les gens qui étaient autour de moi sur cette problématique-là, ce qui a réglé beaucoup de situations conflictuelles depuis. Je pense que dans la plupart des cas, ça va prendre des adaptations pour permettre aux personnes de bien s'intégrer dans les milieux de travail. Ça prend de l'ouverture d'esprit de la part des employeurs aussi. Quand on parlait tantôt des habiletés sociales, bien, on imagine facilement qu'une personne Asperger qui se présente en entrevue va performer plus ou moins bien. Donc, c'est sûr qu'un employeur qui voit arriver une personne Asperger qui peut lui paraître une personne étrange, donc il n'aura peut-être pas tendance à l'engager, mais je pense que si les employeurs avaient plus d'ouverture d'esprit et puis qu'il y avait des adaptations dans le milieu, il y aurait plusieurs personnes Asperger qui offriraient des rendements vraiment peut-être même supérieurs à d'autres employés, là. La difficulté qu'ils vivent, c'est que c'est pas écrit dans leur front. C'est moins évident qu'une personne en chaise roulante. Puis souvent, il y a beaucoup de... Les personnes Asperger, des fois, vont se faire donner le titre de délinquant. Ils ne suivent pas les règles. Des fois, l'entourage va mettre la faute là, des problématiques qu'ils vivent là, sur du trouble de comportement. Puis non, il va finir par comprendre. Ça a comme un impact au niveau du réseau social. Oui, au niveau du réseau social et au niveau familial. Au niveau familial. Puis, j'en veux pas à ma famille, ni à la famille de mon mari, ni à ma famille. Les autres connaissent encore moins ça que moi, peut-être, là. On sait pas, là, on sait-tu la maman qui est pas correcte? Moi, je me suis culpabilisée, mais tu peux pas savoir comment. Et puis,
si tu la maman, c'est sûr que le papa, il est moins mis... C'est pas de sa faute, il travaille, tu sais. C'est souvent, on attribue souvent la responsabilité à On la attribue mère, la là. responsabilité beaucoup à la mère. Nous, on est dans la région depuis quelques années. Notre famille est toute à l'extérieur. Il ne comptera pas Benjamin quotidiennement. Ce qu'il en avait vu les fois où on est allé par chez nous, il voyait bien que Benjamin, c'est pas un enfant qui acceptait les câlins de grand-maman. Ça a aidé à comprendre. Ils ont été soulagés, comme nous, de voir que c'est pour ça que Benjamin n'était pas réceptif au tout ce qui était émotif. Pour l'entourage immédiat, les voisins, les amis, eux aussi avaient constaté que Benjamin, il y avait des fois des conflits avec ses petits amis de la même âge, les petits copains de jeu, mais ça pouvait expliquer aussi pourquoi il agissait différemment. Dans ton avenir, plus tard, c'est quoi que tu aimerais faire au niveau de ton travail? J'aimerais être dans l'armée. Oui. Est-ce que tu as envie de te marier? Non, Non? mais je veux une blonde. Tu veux une blonde? Quels sont tes projets d'avenir? Être camionneur et devenir pompier. Qu'aimerais-tu faire plus tard comme travail? Ben, travailler dans les métaux. Est-ce que tu aimerais te marier? Ouais, Avoir des enfants? oui, Le voyage? ouais. Où aimerais-tu aller? À Hawaï. Bien, au niveau de leurs défis pour l'avenir, je pense que peuvent être semblables un peu comme tout le monde. Dans le fond, c'est de préparer son avenir pour devenir un adulte, pour savoir plus tard qu'est-ce qu'on veut faire comme travail. De par le trouble envahissant du développement, leur syndrome Asperger, eux, bien, ils vont avoir besoin peut-être un petit peu plus d'accompagnement et d'apprentissage un petit peu plus en profondeur. Mais sinon, ils ont un aussi bel avenir que n'importe quelle personne qui s'en vont vers le monde adulte. Quand on a eu notre diagnostic, j'ai appris à faire un deuil comme parent de l'enfant parfait qu'on idéalisait, nous, moi et mon mari. On les voit toujours au summum, nos enfants. On rêve du mieux toujours pour eux. Présentement, l'avenir est bien. Benjamin, c'est un enfant qui est très scolarisable, va se scolariser. Si on lui fournit les outils qu'il faut pour se sociabiliser un peu plus, il va être capable de travailler, d'être autonome et d'être épanoui comme personne. Je crois que c'est un individu qui va réussir à être heureux. Même si les personnes présentant le syndrome d'Asperger peuvent connaître un cheminement particulier, il demeure qu'elles sont très fonctionnelles et possèdent de grandes forces. Certes, les étapes parcourues avant le diagnostic peuvent s'avérer des moments exigeants à franchir pour la famille et pour les proches. Néanmoins, avec l'accompagnement d'un professionnel et des services offerts par des organismes comme le CSDI, il est possible de mieux comprendre le syndrome et d'apporter le soutien adéquat qui répondra aux besoins de ces personnes. En espérant que ce documentaire aura permis de démystifier le syndrome d'Asperger, il en revient maintenant à vous de donner la pièce du casse-tête qui permettra à ces gens de mieux s'intégrer et de briser leur isolement.